Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouvel entretien essentiel. Nous recevons aujourd'hui à nouveau Michel Maffezoli. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Merci de revenir sur notre plateau, nous présenter votre livre, La transfiguration du politique, qui est paru là, pour la première fois il y a 30 ans, en 1992. Il avait reçu le Grand Prix de l'Académie française. Et il est réédité aujourd'hui en poche aux éditions du Cerf, avec une préface inédite. C'est la 4e édition, il me semble, dans laquelle vous balayez, vous réactualisez votre propos, qui, au fond, n'a pas pris une ride, vous diriez ça? Oui, enfin, en effet, j'ai la prétention de considérer et de dire, et c'est en relisant ce livre pour faire la préface, que dans le fond, ce que je préconisais, j'ose pas dire ce que je prophétisais, mais en tout cas ce que je préconisais à l'époque, est en train de se réaliser. C'est-à-dire, le titre dit bien ce qu'il veut dire, transfiguration du politique. C'est-à-dire qu'il convient de se rendre compte qu'il y a une vraie mutation qui est en jeu actuellement, et que la politique politicienne qui tente encore à prévaloir par rapport menée par ceux qui en tirent bénéfice a fait son temps. Voilà. Et qu'il convient de revenir, et voilà, l'idée est simple, qu'il faut revenir à ce qu'était l'essence du politique. Je n'oublie pas que j'ai été formé par Julien Freund à Strasbourg, qui était le spécialiste politique. Il faut revenir à la politique dans le sens étymologique du terme, police, c'est-à-dire la cité, et que la démocratie, en son sens fort, eh bien, c'est justement l'importance de la gestion de la cité. Voilà. Alors la cité, depuis 30 ans, a énormément évolué. En 1992, on votait le traité de Maastricht qui nous emmenait vers une Europe plus fédérale. L'URSS venait de s'effondrer. On annonçait la fin de l'histoire. Est-ce que dans ce que vous disiez à l'époque, même si vous vous inscrivez peut-être dans le temps long et lent, est-ce qu'il y a non pas dans la préface, mais dans le corps du livre, des propos, des écrits de l'époque qui aurait mérité une mise à jour? De ce que j'avais écrit, si ça... Non, ce que j'ai écrit j'ai dit, est écrit dans le marbre. Excusez-moi ici d'être prétentieux. Après tout, je crois, sur ce domaine et à bien d'autres, avoir préconisé des éléments qui se réalisent maintenant. Voilà, donc de ce point de vue, dans la préface, je ne fais que, dans le sens simple du terme, que actualiser, c'est-à-dire rendre actuel tout simplement ce que, à l'époque, j'avais indiqué sur un point, d'ailleurs, fort simple, et familier, si je le dis de manière familière. Dans la Grèce antique, fondement même de la cité, c'était ça la police, seul celui qui avait su gérer sa maison était capable de gérer la maison commune, c'est-à-dire devenir le management de la cité en quelque sorte. Et ce va-et-vient était un élément intéressant. Et je montrais à l'époque qu'en particulier en France, eh bien, justement, en gros, les politiques n'avaient jamais géré leur maison propre. Je veux dire par là, c'est une métaphore, pour dire ne connaissent rien du réel, n'ont pas travaillé de diverses manières, et en particulier au travers des grandes écoles françaises, on voit bien comment nos politiques, gauche et droite confondues, s'inscrivaient dans cette perspective qui était déconnectée. Voilà, c'est tout. Moi, je dis, ils sont déconnectés, maintenant on s'en rend compte. Voilà. Je le disais à l'époque, ça paraît tellement évident maintenant. Le livre est sous-titré La tribalisation du monde postmoderne, mais dans la première édition, c'était la tribalisation du monde seul, il me semble. Oui, c'est vrai. Vous êtes un analyste, un entomologiste de la postmodernité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, la définir? Qu'est-ce que c'est que cette postmodernité? Je vous remercie de préciser et de noter qu'il y a eu un petit changement en la matière. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, je suis devenu, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais enfin en tout cas un analyste de cette post-modernité. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le mot en la matière, vous avez bien fait de le relever. Mon idée est simple. D'ailleurs, nous avons du mal en France à analyser ce processus, ce phénomène, parce que, dans le fond, la France, l'Europe en général, la France en particulier, philosophie des Lumières, le cartésianisme avant, les grands systèmes sociaux du 19e, a été le laboratoire de la modernité.
Voilà. Au travers d'un tripode, moi qui m'est cher, que je répète d'une manière un peu lancinante, hein, l'importance de l'individualisme, l'importance du rationalisme, l'importance du progressisme. Hein. Voilà un peu les grandes valeurs qui s'élaborèrent durant la modernité. Il se trouve, hein, disons-le familièrement encore, hein, tout passe, tout casse, tout lasse. Hein, et d'une manière beaucoup plus savante, un philosophe comme Foucault montrait bien que justement il y avait ce qu'il appelait d'une manière un glissement des épistémés, hein, c'est-à-dire de la connaissance que la société avait d'elle-même. Alors moi, de mon point de vue, je considère que est en train de s'achever ce qu'on appelait les temps modernes, qui commence avec le XVIIe siècle, le cartésianisme, qui à mon avis s'achève à la moitié du XXe siècle. Et à ce moment-là, eh bien, il faut essayer de penser une autre époque en gestation. Ce que, faute de mieux, certains, et je suis de ceux-là, appellent la post-modernité. Dans le sens simple du terme, ce qui arrive après l'époque moderne. Hein. Je rappelle, moi j'aime beaucoup les étymologies, je rappelle que le mot époque en grec signifie parenthèse. Donc une parenthèse ça s'ouvre, une parenthèse ça se ferme. Est en train de se fermer depuis la moitié du XXe, lentement. Hein, l'époque moderne, et puis entre les époques, il y a des périodes qui durent quelques décennies. Nous vivons une période un peu crépusculaire, il faut bien le dire, où on pressent ce qui est en train de s'achever et on balbutie sur ce qui est en train de naître. Voyez, voilà. Et donc du coup, on est dans ce moment où on peut dire que les grandes valeurs modernes ont fait leur temps, et que de diverses manières, alors c'est ça mon dada, moi, hein, non plus le je mais le nous, la tribu, non plus le rationnel mais l'émotionnel, non plus le progressisme, mais l'accent mis sur le présent. L'idée de la progressivité qui n'est pas du simple progressisme. Voilà mon propos. Hein. Et je montre que d'une certaine manière, on ne pourra bien penser la gestion de la cité politique que dans la mesure, justement, où on prendra acte du fait que c'est les valeurs qui ont structuré les institutions modernes au XIXe siècle prennent haut de toutes parts et qu'il y a retour, d'une certaine manière, de la sagesse populaire. Alors en effet, le peuple fait sécession, la sécession plébiscite qui m'est chère, voyez, les insurrections multiples et diverses qui sont appelées, à mon sens, à se développer. Vous voyez, des éléments de cet ordre. Alors, voyez, hein, c'est ça, tout simplement, admettons, avec humilité, et j'allais dire avec simplicité, qu'une époque s'achève et qu'une autre est en gestation. Le problème, quand il y a ces moments, ces périodes, comme je dis, vous voyez, si je fais image, les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile qui est morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Et c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. La société officielle, celle des élites, continue à rester sur les valeurs modernes. C'est ça le décalage. Alors que la société officieuse, instituante, moi je préfère dire la sagesse populaire, hein, eh bien elle est en train de renifler que quelque chose d'autre est en gestation, hein, que des valeurs naissent. Et en particulier chez les jeunes générations qui ne se laissent plus, en quelque sorte, ne sont plus omnubilées hein, par cet individualisme, ce rationalisme, etc. Et qui, eux, vivent très concrètement d'autres types de valeurs. Voilà la postmodernité. Hein. J'ai bien dit, soyons clairs, hein, à l'état naissant. Hein, vous voyez, si je le dis de manière un peu humoristique, donnons-nous rendez-vous dans un siècle et on pourra dire le nom de la postmodernité. Un siècle Ça prend du temps. Vous savez, la première fois, tenez, permettez-moi de vous rappeler que la première fois où apparaît le mot modernité, c'est sous la plume de Baudelaire en 1848. Hein. Avant, on disait post-médiévalité. Et que ce n'est qu'à la moitié du 19e qu'apparaît le mot modernité. C'est pour ça que je dis actuellement, on dit post-modernité, que c'est un peu plus tard qu'on pourra dire ce qui est en gestation. Alors, cette modernité pourrissante qui agonise, vous l'avez dit, elle s'incarne particulièrement dans ces élites contre lesquelles vous n'avez pas de mots assez durs. Et il y a un phénomène qui est assez frappant, c'est le discrédit qui frappe les instruits. Vous les appelez... vous dites que l'effervescence sociétale, bruyamment ou en silence manifesté, donc par les manifestations dehors ou par l'abstention, par exemple, est une manière de dire qu'il est lassant d'entendre ces étourdis instruits ayant le monopole légitime de la parole officielle pousser des cris d'orfraie au moindre mot, à la moindre attitude qui dépasse leur savoir appris. Quelques pages plus loin, vous expliquez que l'apriorisme dogmatique des sachants, qui était le fourrier de tous les totalitarismes, rencontre en adversaire un génie populaire, la sagesse que vous évoquiez, qui s'exprime maladroitement, en se laissant parfois dominer par les passions violentes, et l'effervescence bégaye. Est-ce que c'est cette caste que
vous traitez de montreurs de marionnettes, que vous taxez de rationalisme morbide, que vous qualifiez de zombies, est vraiment la source de tous les maux actuels, ou ce n'est plutôt qu'un symptôme ? Non, la source, c'est pas la source de tous les mots. Et puis, il faut m'excuser. Hein, c'est un livre d'un vieux monsieur qui est là. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, j'en rajoute un peu, si je puis dire, hein, au travers des expressions que vous venez de dire, etc. Non, pour le dire beaucoup plus simplement, il y a un décalage, un déphasage des élites et du peuple. Hein, puisque on parlait il y a un instant de la sécession plébis, un auteur pas négligeable qui s'appelle Machiavel montré en son temps qu'il y avait une différence entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Hein. Quand on va à Florence, on voit le Palazzo Vecchio, voilà, qui est là, pensée du palais, hein, dans sa forteresse. Et puis nous sommes dans un moment où cette pensée du palais, au fond, les énarques, la bureaucratie, etc., hein, le service public qui a pris le public à son service, vous voyez, on pourrait trouver des expressions de cet ordre, ne se reconnaissent plus du tout dans la réalité. Hein, et pour les raisons que j'ai dites, chaque société a une élite, soyons clairs. Hein, il en faut. Il en faut. C'est ainsi. Je ne sais pas s'il en faut, mais c'est ainsi. Hein, de dire que, mais en même temps, quand une élite n'est plus en phase, il faut qu'elle laisse la place. Il est une formule auquel on ne prête pas assez attention de Vilfredo Pareto, par exemple, un sociologue, économiste des années 20, il parlait de la circulation des élites. Une petite expression de rien du tout, mais montrant en quelque sorte qu'à un certain moment, les élites doivent circuler. Et on est dans ce moment, donc je ne dirais pas que c'est la cause de tous les maux, puisque c'était ça votre question, mais tout simplement le fait qu'on est en train de reconnaître que cette élite n'est plus en phase. Désincarné dans le vrai sens du terme. Voilà. Et donc, du coup, on peut penser, et moi je suis attentif à ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les forums de discussion, la multiplicité des petits groupes qui se retrouvent ici ou là, vous voyez, pour discuter, pour échanger un peu ce qu'étaient, dans le fond, les académies avant la Révolution française, hein, les petites académies locales, où dans le fond, il y avait véritablement des idées en gestation qui, à un moment donné, vont s'exprimer dans la Révolution française. Voilà. Et pour moi, il y a un peu, je dis dans mon livre précédent, fourmillement, grouillement, peu importe, vous voyez, quelque chose qui n'est pas évident, qui ne se manifeste pas publiquement, ou qui vont se manifester dans les abstentions. Hein. Les non-inscrits sur les listes électorales, ça sera intéressant de voir dans les prochaines élections, cela. Mais qui, en effet, constitue le fait qu'il y a ce décalage, ce déphasage. Et on en est de plus en plus conscient. Voilà. Moi, je crois qu'il y a lieu d'être attentif à cette espèce de grand écart qui existe entre l'officiel et l'officieux. Mais y a-t-il une réelle sécession plébiscite active? Parce que l'immense majorité, on l'a vu, par exemple, depuis 2 ans dans cette crise sanitaire, quoi qu'on en pense, on a vu que entre le discours officiel, auquel adhère une partie de la population, qui est rejeté aussi par une partie de la population, et les comportements privés, il y a une dissonance incroyable, puisque une grande partie de la population vit tout simplement comme si ça n'existait pas, ou s'accommode plus ou moins, mais dans une démission bien plus que dans une rébellion ou une sécession silencieuse comme vous la décrivez. Pas tout à fait sûr. Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu, on se rend compte qu'il y a une soumission très forte. Hein. Même s'il y a des résistances de divers ordres, il y a une soumission. Reprenons ici l'expression de ce très beau livre, le titre ce très beau livre de la Boétie, hein, de la servitude volontaire. Hein. Bon, voilà, donc on le voit. Ce à quoi il faut être attentif, et le livre de la Boétie le montre bien, c'est que cette servitude volontaire est là, ça existe, jusqu'à un certain point. Voyez, et puis tout d'un coup, il y a un renversement qui s'opère. Hein. Moi, c'est mon hypothèse. Soyons clairs, hein, je dis hypothèse. Hein, moi, je suis, encore une fois, je ne peux pas jouer au prophète en la matière, mais en tout cas, on a là toute une série, dans le sens simple du terme, indice, index, hein, ce qui pointe le fait qu'il y a une saturation, une lassitude. Vous venez de le dire, on vit comme si cela n'existait pas. Hein. Alors, moi, je me souviens quand j'étais au début de ma carrière, si je puis m'exprimer ainsi, un de mes premiers livres, c'était ma thèse d'État, c'était sur la violence totalitaire. Et la violence totalitaire, pour moi, c'est la violence de la bureaucratie.
C'est pas la violence des banlieues, c'est la violence de l'État, d'une certaine manière, qui, de manière verticale, imposait ceci ou cela par le biais du service public. Bon. Et en même temps, c'était les recherches que je faisais dans les années 70 me montraient qu'il y avait, quoi qu'il y ait cette servitude, quoi qu'il y ait cette soumission, etc., 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 il y avait ce que j'avais appelé un mot très simple, la ruse, duplicité. Cause toujours, tu m'intéresses. Hein, voilà. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Voilà, c'est un peu familier ce que je dis, mais voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. Oui, vous avez raison, il y a des formes de soumission indéniables. On ne peut pas ne pas le voir et ne pas l'analyser, c'est certain. En même temps, regardons comment, ma spécialité c'est la vie quotidienne, comment quotidiennement il y a toute une série de petites ruses, duplicité. Hein, la duplicité c'est qu'on est double. Hein, je fais comme si et puis... je n'en pense pas moins. Dès que je peux ruser, je le fais. Dès que je peux... Voilà, un peu mon hypothèse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il existe en effet cette espèce de pression engendrant une soumission, et en même temps des quantités de moments où on va ruser avec le système. Et cette ruse est à vos yeux un signe de l'affaissement du système? Disons que cette ruse, de tout temps, il y a toujours eu une ruse, disons, de la base par rapport au sommet. Oui. Voilà. Il est des moments, nous sommes dans un de ces moments où la dictature, la tyrannie sanitaire en particulier, ça n'est un élément, est très forte, et il me semble que les processus de ruse vont se développer. Voilà, on verra bien, hein, donnons-nous rendez-vous dans quelques temps, mais à mon avis, c'est pas loin, vous voyez, c'est dans les mois, j'ose pas dire les semaines, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire le fait que le processus de ruse va se développer et va prendre des formes, à bien des égards, certainement très fortes. Il y a un peu plus d'un an, Sylvain Tesson s'est interrogé dans un entretien au Figaro sur notre rapport à la liberté en se demandant si nous étions vraiment passionnés par elle. Est-ce que quand vous entendez ces débats, ces lamentations, ces conceptualisations autour de la liberté, vous levez les yeux au ciel en vous disant finalement le réel combat est dans les libertés interstitielles que vous appelez, plutôt que dans des grandes luttes frontales, il viendra par l'effritement du monde que vous dépeignez, viendra par des toutes petites ruses, justement. Oui, je suis un peu gêné de vous répondre parce que ce que je vais vous dire va un peu vous scandaliser vos éditeurs. Je vous prie de m'excuser, hein, mais je sais que c'est gênant ce que je dis, mais je ne suis pas sûr que le mot liberté soit encore un mot pertinent de nos jours. La liberté, c'est égalité, fraternité, liberté, c'est les slogans dans le fond qui ont été les bons moments. Hein. Moi, je n'avais pas envie de cracher dans la soupe. Hein. Les grands moments de la modernité. Voilà. Moi, je pense qu'au-delà de la liberté, il y a actuellement un processus, au contraire, de dépendance. C'est ça, ce que j'avais analysé en parlant du tribalisme, hein, la tribalisation. La liberté, c'est, pour le dire simplement, prenons le mot de Rousseau, l'autonomie. Je suis ma propre loi, autonomos. Hein, voilà. Après, si je suis autonome, je fais un contrat social avec d'autres, etc. Hein, si on prend les livres de Rousseau. Moi, actuellement, il y a de l'hétéronomie dans l'air. Hein, c'est-à-dire la loi, c'est l'autre qui me le donne. Hein, c'est l'autre qui me dit comment je m'habille, comment je parle, comment je me comporte, etc. C'est ça le nous, le passage du je au nous. Voilà. Alors le problème, c'est que, voilà, c'est bien sûr qu'il y a des négations de la liberté par les pouvoirs publics, là, actuellement, d'ailleurs, à l'encontre même de ce qui est censément leur mot chéri, si je puis dire. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que ce qui est important pour moi, c'est la communauté, c'est la tribu, c'est la dépendance. Et peut-être que c'est cette dépendance, c'est-à-dire je suis partie prenante d'un groupe, d'une communauté, etc., qui va amener des formes de révolte. Voilà ma réponse, vous voyez, c'est-à-dire c'est plus, vous avez compris d'ailleurs, c'est pas la liberté qui me fait agir en quelque sorte dans l'action politique, par exemple, mais au contraire, la constitution de ces petites entités, alors appelons ça tribal, communautaire, enfin, peu importe, moi je dis idéal communautaire en gestation, qui fait que d'une certaine manière, là, la ruse va s'exprimer. C'est en groupe que s'élaboreront les processus de ruse, et donc oui, en effet, des libertés interstitielles, non plus la liberté, mais des petites libertés, des bricolages. C'est comme si je le dis à la manière de Lévi-Strauss, des petits bricolages de l'existence dont on voit des prémices actuellement. Vous annoncez le retour du localisme, des tribus, du sentiment, de l'affection, de la dépendance choisie, vous en parliez, des impératifs atmosphériques, des plateformes libertaires.
Ne craignez-vous pas que toutes ces belles idées, ces beaux antidotes à cette modernité finissante ne soient récupérées par le Moloch moderne qui sait aussi, on le voit en politique, absorber ces contestations pour mieux les assimiler et les tuer. Je pense par exemple à l'élection d'Emmanuel Macron il y a bientôt 5 ans, qui s'est présentée comme une initiative venue de la base, un renouveau démocratique, et qui au fond était un simulacre de cela. Mais est-ce que tous ces concepts interstitiels ne vont pas être écrasés par cette modernité? Quand quelque chose s'achève, ce qui est en train de s'achever devient très violent et peut être récupéré. C'est-à-dire, en polémologie, on nous a appris que les combats d'arrière-garde étaient les plus sanglants. Ouais. On pressent qu'on a perdu la bataille, donc on tue. Voilà. Et là, actuellement, c'est vrai qu'il y a des processus de récupération. Vous avez cité Macron, c'en est un exemple, mais bien d'autres comme ça. La classe politique, d'une certaine manière, s'emploie à récupérer. Et le mot convient de ce point de vue. Et même, je pensais aussi à la sphère économique qui a tendance à tout absorber dans ce qui la conteste. Oui, sinon que j'en parlais justement tout à l'heure, l'économie, elle va se vivre de plus en plus d'une manière tribale. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des grandes entités, des grandes entreprises, mais moi, je discute souvent avec des chefs d'entreprise, la vraie réalité se fait à la base, si je puis dire, la micro-groupe, là encore, des micro-entités, voilà, etc. Mais je ne vais pas aller plus avant, je ne suis pas compétent pour en parler. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous indiquiez, restons sur cette idée. Oui, il y a de la récupération. Et en même temps, il y a toujours, revenons à une expression populaire, le pas à côté. Vous voyez, c'est-à-dire que oui, quand on est récupéré, on est un peu ailleurs, on est un peu ailleurs, on est un peu ailleurs. Pour moi, c'est ainsi que se fait la vie sociale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette saisie par l'officiel, par les institutions, et de récupération, gardons ce mot, puisqu'en effet c'est un mot qui convient bien, et en même temps, on va se mettre à côté. Voilà un peu mon hypothèse. Oui, c'est-à-dire que, dans le fond, les vrais processus de liberté interstitielle, ce que j'appelle moi des utopies interstitielles, ça se fait toujours par le pas à côté. Voilà. Alors, de fait, il y a des processus de récupération. En même temps, c'est quand même intéressant de voir, revenons à ça, Internet aidant. Comment sur les réseaux sociaux, forums de discussion, blogs, etc., les petits groupes qui se constituent ici ou là, qui pour moi représentent la vitalité de ce qui est en jeu, à mon avis, d'un peuple qui n'a pas perdu sa puissance, qui ne se reconnaît plus dans le pouvoir, eh bien, il faudra voir comment ça, par additionnement, peut constituer un nouveau type, j'ose pas dire de société, en tout cas d'être ensemble. Voilà. Et c'est ce qui est en gestation. Et comme toujours, ce qui est à l'état naissant, reprenons l'expression de Kierkegaard, c'est dans la crainte et le tremblement. Et on est dans la crainte et le tremblement, si vous voulez. Mais en même temps, plutôt que de voir toujours le verre à moitié vide, essayons de le voir à moitié plein. C'est-à-dire voir comment il y a, en particulier chez ces jeunes générations, une vitalité, un vitalisme. Quelque chose qui fait que on bricole son existence, et il n'en reste pas moins qu'il y a dans ce bricolage, un peu à la manière lévi-straussienne, à côté de ce bricolage, il y a l'indice, encore une fois, d'une société en gestation qui, pour moi, n'est pas négligeable. Pour ceux qui s'inquiètent de cette violence qui risque d'être grandissante si l'on suit votre diagnostic, les perspectives que vous tracez, qui dessinent peut-être un avenir sanglant, que leur dites-vous? Vous leur dites c'est pour un monde meilleur, mais dans un siècle? Non, pas dans un siècle. Moi, je pense que les périodes intermédiaires, ce que j'appelle, je fais exprès de dire période crépusculaire, pour montrer que, oui, en effet, peut-être le sang va couler, c'est un fait, mais ces périodes, ça dure quelques décennies, c'est pas un siècle. Et on voit, j'utilise beaucoup un mot du sociologue américain Sorokin, le processus de saturation. Jusqu'au dernier moment, on voit pas que le verre d'eau est saturé, mais que c'est le dernier grain de sel ou de sucre, ou la dernière goutte qui fait déborder le vase, si on le reprend aussi une expression française. Donc non, il y a quelque chose là qui est en gestation. Alors, dans ces moments intermédiaires, oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je me souviens avoir écrit il y a fort longtemps des essais sur la violence. La violence est inhérente à tout individu, à notre espèce animale, et à la société en général. Voilà. Donc les sociétés équilibrées, je me suis employé de le dire, moi, dans un livre sur Dionysos,
l'époque en montrant que dans le fond, qui sera bientôt réédité, qui va être réédité bientôt, en effet, je vais faire une longue préface en ce sens en montrant que les sociétés équilibrées étaient celles qui avaient non pas dénié, mais ritualiser la violence, l'homéopathiser, si je puis dire. Et actuellement, compte tenu de ce qu'est cette pseudo-crise, enfin en tout cas crise de tyrannie sanitaire, on évacue négation de la finitude, eh bien on évacue censément toute forme de violence et elle renaît d'une manière perverse. La bagarre des gangs un peu partout, moi je vois quand je fais des conférences dans quelques endroits de France, on me rappelle qu'il y a là, si vous voulez, ces bagarres de clans à mort d'homme parfois, etc. Voilà. Donc, elle est réelle, cette violence, mais en même temps, il est possible, en tout cas moi je le pense, qu'on arrive à une forme de ritualisation. Mais il faut savoir que c'est depuis longtemps qu'on essaie de dénier la violence. Moi, je me souviens de diatribes que j'avais eues avec une ministre quelconque il y a quelques décennies, quand elle a évacué les bizutages, loi contre les bizutages, en disant, ben voilà, je ne la nommerai pas, cette ministre, mais en disant, moi j'avais polémiqué à l'époque en montrant qu'en évacuant ce bizutage, on allait avoir des violences beaucoup plus perverses. Perverses, pervia. Hein, ce qui ne peut pas catharsiser, c'est ça Aristote. Hein, si on ne verrait pas la catharsis, ça prend des formes perverses, des voies détournées. C'est ça que veut dire le mot pervers. Alors voilà, donc on est dans un moment où les violences vont se manifester. Mais c'est toujours quelque chose, moi, qui me paraît important d'avoir à l'esprit. Ça peut se résumer par cette formule ancienne, ordo ab chaos. C'est-à-dire, il y a de l'ordre à partir du chaos, à partir du désordre. Et c'est une banalité, ce que je dis là, mais il faut le reconnaître, l'accepter et accompagner. Voilà, il faut accompagner un rêve pour qu'un rêve ne devienne pas un cauchemar. Et de toute façon, il vaut mieux l'accompagner, car, vous le dites, rien n'arrête une idée dont le temps est venu. C'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo, vous le reprenez. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Maffezoli, d'être venu nous présenter votre livre, La transfiguration du politique, donc réédité en poche aux éditions du Cerf. Et puis, je rappelle que vous aviez écrit il y a quelques mois, publié il y a un an, peut-être même, L'ère des soulèvements, qui était votre précédent livre, qui était la version... essai un peu plus pamphlétaire, voilà, un peu plus humeur. Donc voilà, pour ceux qui veulent la théorie qui n'a pas vieilli, c'est dans La transfiguration des politiques. Et pour ceux qui veulent la version plus, comment dire, caractérielle. Pamphlétaire, allez. Pamphlétaire. C'est dans L'ère des soulèvements, aux mêmes éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci bien pour votre invitation. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.